Bien, alors bonjour à toutes et à tous. Vous êtes ici pour, sauf erreur, pour un cours intitulé Signification et théorie linguistique. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous donner brièvement quelques petites informations au sujet de ce cours. Première information, tous les cours sont mis en ligne sur ce site. Donc, philippemonneray.jimdo.com, dans lequel donc la page d'accueil, c'est celle qui est affichée ici. Vous voyez que vous avez une rubrique ici, cours et séminaires. Quand vous cliquez sur cet onglet, vous tombez là-dessus, donc la liste de tous mes cours. Le cours d'ici, licence 3 SDL, signification et théorie linguistique, est mentionné à la fin. Ici, vous avez un lien accéder au cours. Quand vous cliquez sur ce lien, vous tombez sur cette page, signification et théorie linguistique, séance 1, séance 2, etc., etc. Et à chaque fois, vous avez donc en ligne le PowerPoint de la séance. Donc, vous n'avez pas à prendre en note tout ce que je dis, puisque vous récupérez toutes les informations sur le PowerPoint. Et par ailleurs, depuis des années, je m'enregistre avec un micro-cravate, et donc vous avez l'enregistrement de la séance qui est aussi en ligne. Donc si un jour vous n'êtes pas là, vous ne pouvez pas venir en cours, vous pouvez suivre ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, ce cours est suivi pas seulement par vous, mais par des dizaines de personnes un peu partout dans le monde, et j'en profite du coup pour saluer tous ceux qui suivent ce cours via YouTube, etc., qui le font depuis des années et qui mettent parfois des commentaires intéressants. Bon, enfin, donc le matériel est en ligne. Le matériel est en ligne, c'est une chose importante à savoir. Deuxième petite information au sujet de l'examen, je serai très très bref parce que pour l'instant c'est inutile d'entrer dans les détails, mais je peux vous dire dès maintenant que vous aurez un examen qui porte sur les TD, enfin un examen je veux dire qui porte sur l'ensemble TD plus CM, mais les questions TD et les questions CM sont séparées. Donc vous avez des questions, le CM et le TD ont une certaine autonomie, bien qu'ils soient liés thématiquement, hein, on parle dans les deux cas de signification et de théorie linguistique, mais l'enseignante du TD gère son programme comme elle le souhaite, et donc elle pose des questions au sujet de l'examen, et moi j'en pose aussi. Donc en gros, si je me souviens bien, vous avez des questions sur 10 points qui portent sur le CM, des questions sur 10 points qui portent sur le TD. Les questions que je pose en cours magistral sont soit des questions de cours, soit des questions sous forme d'exercice, mais ce sont plutôt les questions de TD qui seront sous forme d'exercice, mais il peut m'arriver de poser, en particulier lorsqu'on fait de la morphologie lexicale, de donner des choses à analyser. Bon. Mais en général, il s'agit plutôt donc de questions de cours, et ces questions de cours peuvent se présenter sous deux formes différentes. Ou bien il s'agit d'une question de cours directe, c'est-à-dire je vous demande d'expliquer une notion, un concept, une distinction qui a été vue en cours, uniquement sur des choses qu'on a vues en cours, bien sûr. Hein. Ou bien je vous demande de restituer de cette information, vos connaissances au sujet du cours, à partir d'une citation que je vous demande de commenter. Donc là, c'est un peu plus indirect comme question. Vous avez une citation, je vous demande de commenter cette citation, et évidemment, pour les gens qui ont suivi le cours, qui ont une connaissance du cours, cette citation renvoie à un certain nombre de notions qui ont été abordées, et ce qu'on vous demande à ce moment-là, c'est de rédiger une petite synthèse en rapport avec cette citation, tout en la commentant d'une manière précise. Et voilà, mais je n'exige que les connaissances qui sont dispensées pendant le cours, mais qui incluent, vous le verrez au fur et à mesure, je vous donne des textes à lire, vous pouvez lire n'importe quel manuel de sémantique, hein, on en parlera plus tard, ça vous sera toujours utile, mais il n'y a pas un manuel qui est exigé. Je vous donnerai donc des références bibliographiques au fur et à mesure du cours, et ce seront toujours des références bibliographiques pour lesquelles le texte sera accessible en ligne. Hein. Donc il y aura un lien sur le cours dans lequel j'aurai parlé de tel ou tel article, de tel ou tel texte, et vous pourrez le récupérer, le lire à partir du site du cours. Voilà. Dernières petites informations matérielles, en général, comme le cours dure 2 heures,
il fait très chaud, je fais une pause au bout d'une heure, hein, une pause de 10 minutes. Ça vous permet en principe de rester un peu plus concentré que si on fait 2 heures de suite. Et puis, dernière petite chose, je serai la semaine prochaine en mission à l'étranger, donc le cours n'aura pas lieu. Mais grâce à ce site, quand je suis absent, je mets en ligne, en général, soit un PowerPoint que j'ai fait dans ma chambre d'hôtel pour remplacer le cours, soit une vidéo d'un linguiste qui parle d'un sujet en rapport avec le cours, etc. Donc voilà, quand je suis absent, comme c'est absolument impossible ici à la Sorbonne de rattraper les heures parce qu'il n'y a pas de salle, eh bien on remplace ça par une documentation accessible en ligne sur le site du cours. Voilà. Alors, s'il n'y a pas de questions, mais vous avez le temps d'y réfléchir un peu, vous pourrez poser des questions non pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours. Je vais donc commencer. Sachez que même si je parle, etc., vous pouvez bien sûr m'interrompre pour poser des questions. J'en ai donc terminé avec les aspects matériels généraux et je vais commencer aujourd'hui par vous sensibiliser à la question, à ce qu'on va traiter pendant ce semestre, donc à la question du sens et de la signification, hein, qui est une très vaste question, bien entendu. La première interrogation qui peut apparaître dans un cours comme celui-ci, qui est un cours de linguistique, c'est la suivante. À quel genre de domaine de la linguistique, à quelle branche de la linguistique appartient cette interrogation sur le sens ou la signification? Pour l'instant, j'utiliserai sens et signification comme des synonymes, hein, sans faire de distinction. On verra plus tard que certains auteurs entendent quelque chose de précis par sens qu'ils distinguent de signification, d'ailleurs de manière assez instable, mais pour l'instant, donc, on considérera que sens et signification signifient la même chose. Bon. Alors, bien sûr, il est naturel de penser, de toute façon c'est un cours dans la licence de linguistique, enfin, de la licence de sciences du langage, mais qui est ouvert aussi aux autres licences, je crois d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez lever la main, celles d'entre vous qui sont en SDL? D'accord. Celles et ceux qui sont en lettres modernes? D'accord, c'est à peu près moi. Et les autres? Il y en a d'autres? Vous êtes... Ah oui, quand je dis lettres modernes, je voulais dire y compris l'EMA. Ok, est-ce qu'il y a des étudiants qui viennent ni de sciences du langage, ni de l'EMA, ni de lettres? Oui, vous venez d'où? Erasmus, d'accord, ok. Vous aussi, très bien. Bon, ça c'est normal. Oui, vous aussi? D'accord. Bon, d'ailleurs, pour les étudiants Erasmus qui ont une maîtrise encore un peu juste du français, c'est vrai que l'enregistrement des cours, on me l'a dit plusieurs fois, est quand même assez utile quand on n'a pas tout compris. De pouvoir écouter, c'est pratique. Bon, très bien, donc tout va bien, vous êtes bien les bonnes personnes au bon cours. Ben, alors, donc c'est un cours de linguistique ici, donc il n'est pas étonnant que la question du sens et de la signification soit une question de linguistique. Mais plus spécifiquement, enfin d'abord plus généralement, on pourrait considérer que cette question du sens et de la signification est une question qui concerne non pas seulement les signes linguistiques, mais les signes en général. Hein, donc, concerne non pas la linguistique, mais la sémiotique, qui est la science des signes, pour la définir d'une manière très générale. Hein. La science des signes, il existe une sémiotique linguistique qui donc se confond avec la linguistique, mais il existe aussi une sémiotique des images, une sémiotique animale, etc., etc., une sémiotique musicale, même des films, bref. Il existe une sémiotique des images, les images peuvent aussi avoir un sens ou une signification. Donc, d'une certaine façon, la question du sens et de la signification n'appartient pas strictement au domaine de la linguistique, elle peut être considérée comme appartenant à un domaine plus vaste, à une discipline plus vaste, qui est la sémiotique.
Maintenant, dans l'autre sens, plus spécifiquement, à l'intérieur de la linguistique, il y a des disciplines qui sont spécialisées dans l'analyse du sens. Alors bien sûr, ce qu'on appelle la sémantique, la sémantique qui est traditionnellement donc la discipline qui s'occupe de l'analyse du sens ou de la signification dans les langues. Mais depuis un certain nombre d'années, on ne connaît pas très bien les frontières entre sémantique et pragmatique. Disons, le sens tel qu'il est pris en charge par des sujets parlants à un moment donné, avec des dimensions énonciatives spécifiques, etc. Cette distinction, cette frontière qui peut exister entre la sémantique et la pragmatique est assez floue. Bon, donc on pourrait considérer que la question du sens et de la signification appartient bien sûr aussi au domaine de la pragmatique et pas seulement au domaine de la sémantique. Bon. Donc là, il y a une certaine incertitude. Et je vous disais tout à l'heure, vous pourriez, disons, en marge de ce cours ou pour compléter votre documentation ou votre information sur des sujets qui sont reliés au cours, vous pouvez dans les bibliothèques universitaires récupérer des manuels de sémantique et de pragmatique, voir un petit peu comment les choses sont faites. Je vous montrerai plus tard des exemples de manuels de structuration de ce champ qu'est la sémantique dans différents manuels. Donc, mais ça n'est pas par là que je vais commencer. C'est-à-dire que si on commence simplement à définir le sens à partir, par exemple, de la sémantique, ce qui se fait le plus souvent en linguistique. En linguistique, quand on parle du sens, on fait de la sémantique, ou éventuellement de la sémantique et de la pragmatique. Mais ça suppose d'avoir réduit le sens à une sorte de définition technique qui est donnée par une sous-discipline, une branche de la linguistique, qui est la sémantique. Et ça, je pense que c'est une limitation un petit peu trop rapide. Il faut ajouter que la signification est aussi un sujet de philosophie. Je prends par tout hasard ce livre de Jocelyn Benoît, Entracte et sens, la théorie phénoménologique de la signification. Bon, bien sûr que le sens et la signification sont aussi des questions de philosophie, mais de logique par exemple, etc. On en reparlera. Mais bon, on ne va pas aller jusqu'à ce domaine-là. Mais enfin, ce par quoi je souhaite commencer, c'est par une sorte d'évacuation de la limitation par la définition de ces notions de sens et de signification. Je préfère qu'on délimite après et qu'on essaie d'examiner les potentialités de ces notions de sens et de signification dans une certaine largeur, avant de se limiter. Alors, il est vrai que dans les disciplines, disons, académiques, en général, on construit un objet, on définit quelque chose et ensuite on se limite à étudier ce qu'on a défini. Bon. Mais avec ces questions de sens et de signification, l'enjeu est évidemment... le risque est grand de perdre des choses essentielles en délimitant trop tôt. Alors, par ailleurs, dans le titre de ce cours, vous avez non seulement signification, donc j'ai dit, je répète que je le prends au même sens que le mot sens, mais vous avez également théorie linguistique. Alors, évidemment, c'est pas tout à fait l'enjeu de ce cours n'est pas tout à fait le même que si le cours était directement nommé sémantique, cours de sémantique. Vous avez d'ailleurs les cours de sémantique, mais là, l'idée qu'on pense ou qu'on réfléchit à la signification et au sens en rapport avec les théories linguistiques apporte quelque chose de particulier. Donc il faut que je vous dise quand même un mot de ce qu'on entend par théorie linguistique, linguistique théorique, etc. Alors, tout d'abord, la notion de linguistique théorique est généralement présentée dans une sorte de triangle où elle s'oppose à la fois à la linguistique descriptive et à la linguistique appliquée. Alors, bien sûr, on parle toujours de linguistique théorique, linguistique descriptive, linguistique appliquée.
dans cet ordre. Hein. Curieusement, enfin, c'est pas curieux du tout, ça se justifie très bien, mais vous n'entendrez jamais quelqu'un parler de linguistique descriptive, linguistique théorique, linguistique appliquée. On met toujours la linguistique théorique en premier, tout simplement, vous vous en doutez, parce qu'il y a une sorte de dignité du théorique, hein, qui serait, bon, enfin voilà, des explications historiques, mais enfin passons. Je précise, et c'est la raison pour laquelle vous avez des flèches bidirectionnelles entre les trois pôles de ce triangle, que, en réalité, la linguistique descriptive ne fait pas que décrire à partir des théories fournies par la linguistique théorique. Il y a évidemment un retour, il y a de la théorisation à l'intérieur de la linguistique descriptive qui rencontre ou pas la théorisation qui est fournie par la linguistique théorique, et puis, de même, la linguistique appliquée n'est pas une pure et simple application des théories linguistiques. Il y a une sorte de description comment dire, disons, de théorisation de l'application aussi, hein, qui est propre à la linguistique appliquée et qui rejoint ou pas la linguistique théorique. Par ailleurs, ces deux aspects, linguistique descriptive et linguistique appliquée, peuvent conduire à modifier les cadres théoriques de la linguistique théorique. Donc les choses vont vraiment dans tous les sens. Hein. Il y a une interaction générale entre ces trois grands domaines de la linguistique que sont donc la linguistique théorique, la linguistique descriptive et la linguistique appliquée. Je vous ai donné ici une citation de Holiday, qui est déjà ancienne, mais qui correspond donc à qui est un auteur un auteur de référence. Donc, vous voyez, dans cette citation, il indique bien que la théorie doit être toujours testée dans les descriptions, hein, et puis qu'il n'y a pas de clivage, il n'y a pas de solution de continuité entre la linguistique pure et la linguistique appliquée. Hein. Chacune se nourrit de l'autre. Etc. Bon, donc on a bien une interaction. Bon, ça c'est un premier élément. Disons, ça partage le champ des études sur le langage en trois grands domaines, mais ça ne nous dit pas encore, un peu concrètement, ce que fait la linguistique théorique. Le terme, la dénomination de linguistique théorique est au fond, quand on regarde bien, assez peu utilisée. Hein, assez peu utilisée. Vous la trouvez dans ce livre, elle apparaît d'ailleurs dans les années 70, vous voyez les trois exemples que je vous donne ici datent de 68, 70, 73, donc dans les années 70 on utilise linguistique théorique. Alors celui qui l'introduit dans un manuel, hein, c'est John Lyons, linguiste américain, donc qui a publié ce livre en 68, Introduction to Theoretical Linguistics, donc qui est un manuel de linguistique théorique, au sens où il l'entend dans cette citation-là. Je donne une citation d'un autre livre, parce que, en fait, curieusement, dans ce livre-là, il ne définit pas la linguistique théorique. Vous voyez, il fait un livre qui s'appelle Introduction à la linguistique théorique, mais il ne la définit même pas. C'est un objet quand même assez fuyant. Et il dit, vous voyez, en gros, donc briefly, la théorie linguistique étudie le langage et les langues dans la perspective de construire une théorie de leur structure et de leur fonction, sans du tout s'occuper des applications pratiques que l'étude du langage et des langues peuvent avoir. Et puis, inversement, la linguistique appliquée est concernée par l'application des concepts l'application des concepts et des découvertes de la linguistique à toutes sortes de tâches pratiques, incluant l'apprentissage des langues. Bon, vous voyez, là, dans cette citation, il présente sous une forme hiérarchisée la linguistique théorique et la linguistique appliquée, mais c'est une présentation partielle. Hein, en réalité, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a vraiment une interaction entre ces deux domaines. Alors, chose très étrange, lorsque ce livre a été traduit en français, il a été traduit par linguistique générale et pas par linguistique théorique. C'est vous dire à quel point, en France, à ce moment-là, c'était quelque chose qui n'avait justement pas tellement de sens. Hein. On ne comprend pas ce que ça veut dire linguistique théorique à cette époque.
Et c'est pour cette raison qu'on traduit son manuel par linguistique générale et avec simplement dans le sous-titre Introduction à la linguistique théorique. Là non plus, la linguistique théorique n'est pas définie et elle reste un objet, encore une fois, un peu fuyant. Hein. Certains linguistes utilisent cette expression, linguistique théorique, mais au fond, on ne sait pas trop précisément de quoi ils parlent, à part de dire qu'ils parlent des théories linguistiques. Le seul cas où ce terme de linguistique théorique est utilisé vraiment pour de très bonnes raisons et justifié à l'intérieur de l'ouvrage par l'ouvrage lui-même, c'est dans le cadre de la linguistique guillaumienne. Donc là, je vous ai mentionné cet ouvrage qui est un ouvrage posthume de Gustave Guillaume. Je vous en reparlerai plus tard, mais un ouvrage qui en fait est fait d'extraits des cours de Gustave Guillaume. Gustave Guillaume a donné des leçons pendant des années à l'école pratique des hautes études et il avait conservé ses notes de cours et ces notes de cours ont été publiées dans des volumes qu'on appelle les leçons. Et là, ce livre-là, Principes de linguistique théorique, a été fait à partir d'une sélection sur différents thèmes de leçons données par Guillaume à l'école pratique des hautes études. Bon, c'est dirigé par Roquevalin, qui est un linguiste de l'université Laval au Canada, qui était le légataire des écrits de Guillaume. Et là, on a vraiment de bonnes raisons de parler de linguistique théorique parce que Guillaume parle tout le temps parle de toutes sortes de théories. Quand il parle de l'article, il parle de théorie de l'article, théorie de la déclinaison, théorie des cas, théorie du temps, théorie des modes, etc. Le terme de théorie est très très fréquent, donc il faudra qu'on précise un tout petit peu cela. Alors, quand on regarde à l'intérieur de l'ouvrage de Lyons, linguistique, introduction à la linguistique théorique, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez qu'au fond, la structure de cet ouvrage est à peu près celle de n'importe quel manuel de linguistique. C'est-à-dire vous avez une partie sur des parties générales sur qu'est-ce que c'est que la linguistique, sur la structure du langage. Ensuite, vous avez une partie phonétique-phonologie, une partie sur la grammaire, les unités grammaticales, les structures grammaticales, donc en particulier sur la grammaire chomskienne, la grammaire transformationnelle, puisque Lyons était quand même assez influencé par Chomsky. Et puis ensuite, les grandes catégories grammaticales, les déictiques, le nombre, le genre, le cas, le temps, le mode, les parties du discours, les fonctions. Et puis, vous voyez, ce qui nous intéresse à la fin, vous avez 2 chapitres sur la sémantique. Dont je reparlerai plus tard, mais je vous montre cette table des matières simplement pour vous montrer que ici, linguistique théorique est utilisée dans un sens un peu vide. On aurait très bien pu dire linguistique générale, linguistique tout court, c'est un manuel de linguistique. La notion de théorique, la notion de quelque chose qui serait spécifique de la linguistique lorsqu'on fait de la linguistique théorique disparaît complètement. Alors, un autre exemple d'utilisation de ce terme de cette expression de linguistique théorique, c'est une revue qui existe toujours, puisque là vous avez je crois que j'ai fait une capture d'écran du dernier numéro, et cette revue existe toujours depuis les mêmes années, vous voyez, 74. Elle se prétend une revue, donc vous voyez, je vous ai reproduit ici une citation qui est extraite de l'éditorial du premier numéro de la revue, rédigé par Helmut Schneller. Et cet éditorial indique que la linguistique théorique est concernée par le développement des théories sur les aspects généraux du langage et des langues, et sur ses usages en général, aussi bien que par la discussion et l'analyse de la forme, de l'étendue, de l'applicabilité de ces théories. Et donc, cette linguistique théorique doit être distinguée, contrastée avec une autre partie de la linguistique qui soit s'attache à faire des expérimentations, des tests, du travail de terrain appliqué au langage, ou alors qui applique des hypothèses empiriques particulières à partir de jugements basés sur les expériences. Bon.
Donc, là encore, vous avez une définition très générale de la linguistique théorique, disant la linguistique théorique, elle s'occupe des théories linguistiques, sans plus. Et au fond, dans le détail, ça ne signifie rien de précis, c'est simplement faire de la linguistique. Alors maintenant, par contraste, disons un mot rapide de la linguistique descriptive et de la linguistique appliquée, mais je serai rapide puisque ce qui m'intéresse, c'est la dimension de la théorie. Donc la linguistique descriptive, cette expression apparaît un peu avant, donc en 1955, manifestement, chez un certain Gleason, qui dit, voyez, à cette époque-là, que cette notion de linguistique descriptive est nouvelle. On n'en parle pas beaucoup, c'est quelque chose à quoi on ne s'est pas beaucoup intéressé. La linguistique descriptive, donc la linguistique qui étudie le langage en termes de ses structures internes, la description des langues, et pas juste l'histoire, puisque, comme vous le savez, la linguistique a été pendant longtemps confinée à la dimension diachronique, historique. Donc là, la linguistique descriptive, elle se caractérise par toutes sortes de paramètres. Il y a des paramètres de la description, quels objets on décrit, est-ce que la description contient beaucoup de types d'objets, est-ce qu'elle a une portée large ou étroite, quel est le degré de précision de la description, et quelle est la nature de la formalisation de la description, est-ce qu'on la formalise ou pas, bref. Je vous donne cette diapositive ici simplement pour vous montrer que ce qu'on appelle linguistique générale par rapport à linguistique théorique. Ici, vous voyez que on a schématisé les descriptions de différentes langues, d'accord ? Et en fait, quand on décrit différentes langues, il y a des généralisations, ce qui est appelé ici descriptive generalizations, des généralités de la description. On décrit, et puis on décrit toutes sortes de langues, puis on se rend compte qu'il y a des choses qu'on rencontre souvent. C'est la base des études typologiques, donc, qui classent les langues en familles, etc. Et ces généralisations sont précisément ce qu'on appelle la linguistique générale. Mais ça n'est pas encore la théorie linguistique, qui, elle, a des options théoriques qui ne... Enfin, disons, produit des énoncés théoriques qui ne viennent que d'elle, d'une certaine façon, ou d'autres disciplines, comme on va le voir. Alors, dernière remarque au sujet de la linguistique appliquée, cette fois-ci. Alors, la linguistique appliquée, grosso modo, aujourd'hui, c'est plutôt l'enseignement des langues français langue étrangère, français langue maternelle. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'ici à la Sorbonne, le master, qui d'ailleurs est sans doute un des débouchés pour certains d'entre vous, certains ou certaines d'entre vous, le master LFA se nomme LFA, langue française appliquée, puisque ça fait partie du champ de la linguistique appliquée, ce n'est pas de la didactique. L'étude du français langue étrangère est un des aspects particuliers de la linguistique appliquée. À l'origine, l'Association internationale de linguistique appliquée s'intéressait aussi à la traduction automatique, à l'informatisation du langage, mais là, les techniques ont tellement évolué que tout cet aspect de la linguistique informatique, du traitement automatique des langues, s'est autonomisé, et maintenant, on considère que ces travaux-là font partie de ce qu'on appelle le TAL, traitement automatique des langues, et il se distingue de la linguistique appliquée. Donc aujourd'hui, la linguistique appliquée, c'est principalement la question de l'apprentissage des langues, l'apprentissage de la grammaire pour les enfants en français langue maternelle, les problèmes de politique linguistique, etc. Une particularité, l'AILA, vous voyez, là c'est le site de l'association internationale, il y a une association française, AFLA, Association française de linguistique appliquée, mais vous voyez, cette association internationale, elle a un acronyme AILA qui est français, en fait. Vous voyez,
Association internationale de linguistique appliquée. Normalement, on devrait avoir International Association of Applied Linguistics, hein, puisque c'est anglais et c'est international. Mais non, ils ont gardé le sigle français, c'est très rare ce genre de truc. Hein. Ils ont gardé le sigle français tout simplement parce que cette association a été créée en France. Hein. Dans les années 60, vous voyez, en 64, d'ailleurs notamment par Bernard Potier qui était il y a longtemps professeur ici. La linguistique appliquée est un champ extrêmement vivant dans le monde et en France en particulier. Bien, donc linguistique théorique, linguistique descriptive, linguistique appliquée. Maintenant, juste une remarque pour vous dire que cette distinction entre le théorique, le descriptif et l'appliqué se retrouve aussi dans d'autres domaines. Par exemple, là j'ai pris, mais presque au hasard, le cas des études sur la traduction. Dans les études sur la traduction, voyez, on distingue aussi la dimension théorique, la dimension descriptive, la dimension appliquée. Bon, en physique, vous avez de la physique théorique, de la physique appliquée. Je ne pense pas que vous ayez de la physique descriptive, mais bon, il y a toutes sortes de domaines dans lesquels cette triade théorique, descriptif, appliqué est utilisée. Alors, maintenant, quand on prend la linguistique théorique dans le sens le plus, disons, le plus élémentaire, celui qui est suggéré par Lyons, par Helmut Schnelle dans l'extrait d'éditorial de la revue Theoretical Linguistics que je vous ai montré tout à l'heure, on peut s'interroger, donc, si on considère que la linguistique théorique, c'est une linguistique, c'est un travail, disons, qui s'occupe des théories linguistiques, on peut s'interroger sur les différents paramètres de ces théories linguistiques, hein, comme je le disais très rapidement tout à l'heure pour la description. Alors, les paramètres de variation théorique, de variation des théories sont les suivants, les principaux. Hein. Vous avez d'abord la portée. Donc, une théorie linguistique, ce qu'on appelle une théorie en linguistique, va pouvoir avoir une très large portée ou une portée sur un champ restreint. Donc, par exemple, lorsqu'on parle de théorie guillaumienne, de théorie psychomécanique, de théorie générative, de théorie saussurienne, on est dans une portée très large. C'est-à-dire, ce sont, enfin, vous voyez d'ailleurs, certaines théories guillaumiennes, théories saussuriennes, la dénomination de ces théories est faite sur le nom de leur inventeur. Et ces théories couvrent tous les domaines du langage, ont des propositions extrêmement générales, donc elles ont une portée large. Inversement, on va parler aussi de théorie de l'article, théorie de la racine, théorie de la valeur. Là, dans ce cas-là, on utilise bien le mot théorie, on est bien dans la linguistique théorique, mais vous voyez que ce n'est plus du tout la même chose. Si je parle d'une théorie de l'article ou des théories de l'article, je suis sur une portée limitée, sur un objet spécifique de la linguistique. Le mot théorie n'a au fond plus tout à fait le même sens que lorsque je parle de théorie saussurienne, de théorie chomskienne, etc. Hein. Bon, je disais tout à l'heure que ces dénominations, théorie guillaumienne, théorie chomskienne, culiolienne, etc., ces dénominations sont faites sur le nom de leur inventeur. Bon. Mais ça ne marche pas avec tous. Hein. Vous avez tous entendu parler de benveniste, probablement. Bon, mais personne ne parle de théorie benvenistienne. Pourquoi ? Parce que Benveniste est un très grand linguiste, mais qui a proposé un certain nombre de concepts tout à fait fondamentaux, en particulier autour de l'énonciation, sans parler de tout son travail du côté plutôt de la linguistique historique et comparée. Mais il n'a pas construit un cadre théorique d'ensemble. Hein. Pas plus que Bally, par exemple. Donc on ne va pas pouvoir parler de théorie ballienne. Hein. Bon, Damouret et Pichon sont aussi des gens très connus qui pourtant ont créé un cadre théorique intéressant. Bon, peut-être là simplement parce que le terme est un peu bizarre, on aura du mal à... Enfin, je ne crois pas qu'on puisse trouver des attestations de l'expression théorie damouretto-pichonienne. Hein. Bon.
On parlera peut-être plus tard, enfin surtout l'année prochaine, de Lakoff, de Turner, de Johnson, qui sont des linguistes américains qui appartiennent au courant de la linguistique cognitive. Bon, bah, on ne parle pas vraiment de théorie lakovienne. On va parler de la théorie des métaphores conceptuelles qui a été produite par Lakoff, mais on ne va pas parler de théorie lakovienne en général, parce qu'il n'y a pas, c'est pas quelqu'un qui a produit un modèle théorique d'ensemble. Voilà. Donc, vous voyez que il y a donc des différences de portée qui se traduisent dans la possibilité de dire des choses comme ça. Hein. On ne parle pas non plus de benvenistisme pour la même raison qu'on ne parle pas de théorie benvenistienne. Deuxième paramètre, pardon. Deuxième paramètre, donc, est-ce que l'objet est construit ou décrit? C'est-à-dire que est-ce qu'on parle d'une théorie de quelque chose que tout le monde connaît, ou est-ce que le nom de la théorie est un nom d'un concept inventé par les promoteurs de cette théorie. Donc, quand on parle de théorie de l'article, ou théorie du système verbal, de théorie de la déclinaison, on fait la théorie de quelque chose que tout le monde connaît déjà. Mais simplement, on redécrit les choses d'une certaine façon pour donner un cadre théorique général à ces notions, l'article, le système verbal, etc. En revanche, lorsque Fauconnier et Turner parlent de la théorie du blending, je le mentionne comme ça, hein, je ne vais pas vous expliquer, ça nous prendrait trop de temps, ou de théorie de la métaphore conceptuelle chez Lakoff, la théorie X-bar chez les générativistes, la théorie des constructions. Dans ce cas-là, vous voyez que théorie de, ce qu'il y a derrière le de, indique quelque chose qui n'existe pas sans cette théorie, qui a été construit par cette théorie. Bon, ensuite, vous avez des facteurs externes de la théorie. Sur quel socle épistémologique, quelle est l'épistémologie de référence, quelle est l'épistémologie de référence sur laquelle se construit cette telle ou telle théorie linguistique? Bon, en gros, on le reverra, mais il y a trois grands domaines distincts de la linguistique, mais sur lesquels la linguistique s'appuie pour ses constructions théoriques. Soit il y a d'une part des facteurs cognitifs, donc ce qui relève de la psychologie cognitive, le fonctionnement de l'esprit humain, des facteurs logiques, et puis des facteurs systémiques, c'est-à-dire l'organisation interne du système, dans un sens, disons, au sens où Saussure parle de théorie de la valeur, si vous voyez ce que ça signifie, mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Ensuite, bon, les autres paramètres, on pourrait en donner d'autres, hein, mais la précision de l'axiomatique, est-ce que la théorie est décrite avec une sorte de formulation très précise, hein, vous avez des théories linguistiques qui se formulent d'une manière quasi mathématique. Et puis la nature de la formalisation, alors certaines théories ont des formalisations, il n'y a pas de formalisation du tout, parfois il y a une formalisation graphique sous forme de schéma, parfois c'est une formalisation algébrique. Bon, il y a toutes sortes de possibilités de formaliser. Alors, une citation, là, bon, vous comprenez si vous comprenez, si c'est pas grave, c'est pas grave si vous ne comprenez pas, parce que là, c'est quand même une remarque un petit peu plus complexe. Je vous donne cette citation qui indique bien que le rapport entre la théorie et la réalité, des faits linguistiques, si on peut parler de réalité, mais enfin, entre la théorie et les faits linguistiques, n'est pas que la théorie vous donne une assise absolue qui vous permet, disons, d'avoir une sorte de garantie de la véracité de vos analyses par rapport aux faits linguistiques que la théorie est censée décrire. Hein. Une théorie, elle est au fond toujours rétrospective, comme le dit Merleau-Ponty, c'est-à-dire que avant qu'un linguiste ait construit une théorie, il a eu des sortes d'intuitions sur des petites choses, de détails. Hein. Ce qui caractérise le linguiste, au fond, c'est une sorte d'oreille au langage, comme on parle d'oreille musicale. Hein, un linguiste, il passe son temps à entendre des choses que personne d'autre n'entend, ou à voir des choses sur des affiches. Bon, c'est-à-dire que cette espèce de capacité curieuse à laquelle forme le métier de linguiste, c'est effectivement ça, cette écoute
du langage, cette entente du langage, qui d'habitude est transparent, que les gens ne remarquent pas. Mais quand on est linguiste, on fait attention, on se dit, tiens, ça c'est curieux, c'est pas normal, il a dit ça. Ou alors, vous voyez une affiche, vous trouvez, je sais pas, un slogan, là vraiment c'est totalement inventif, parce que d'habitude on fait de telle ou telle façon, et là c'est fait de façon différente. Barthes disait, j'ai une maladie, je vois le langage. Bon, c'est un peu ça, chez les linguistes, on a une écoute un peu particulière. Donc, les linguistes, quand ils fabriquent des théories, ils ne les fabriquent pas à partir d'hypothèses abstraites, etc. Ils les fabriquent à partir d'un vécu du langage particulier, à partir d'une oreille, d'une sensibilité aux langues et au langage très particulière. D'où donc cette citation de Merleau-Ponty, qui donc lui n'est pas du tout un linguiste, mais un philosophe qui appartient au courant de la phénoménologie, mais on en reparlera peut-être plus tard. Que la formalisation soit toujours rétrospective, cela prouve qu'elle n'est jamais complète qu'en apparence. Donc la formalisation, c'est jamais définitif, jamais complet, il y a toujours des choses qui échappent à la théorie. Et que la pensée formelle vit de la pensée intuitive. Elle dévoile les axiomes non formulés sur lesquels on dit que le raisonnement repose. Il semble qu'elle lui apporte un surcroît de rigueur et qu'elle mette à nu les fondements de notre certitude, mais en réalité, le lieu où se fait la certitude et où apparaît une vérité est toujours la pensée intuitive, bien que les principes y soient tacitement assumés, ou justement pour cette raison. Donc, je voudrais contrebalancer cette importance que je donne là aux théories linguistiques par cette notion d'intuition, de sentiment linguistique, qui reste au fond à la base de toute théorisation. Alors, maintenant, disons un mot du statut de la théorie chez Gustave Guillaume. C'est un auteur dont on va beaucoup reparler dans une optique que je vais vous préciser tout à l'heure, mais je vous donne ici des aperçus extrêmement généraux de ce que lui entend par théorie. Je vous le disais tout à l'heure, chez Guillaume, ce qui est la raison pour laquelle un auteur comme Roquevalin a raison de nommer un recueil d'extraits de cours Principes de linguistique théorique, c'est que le terme de théorie est omniprésent chez Guillaume. Je vous le disais, théorie de l'article, théorie du nombre, théorie du genre, théorie du cas, théorie de la déclinaison, théorie du système verbo-temporel. Vous avez, je ne sais pas combien, il y a une base de données, Guillaume, que je vous indiquerai là aussi plus tard. Quand vous cherchez dans l'index de la base de données le mot théorie, vous avez une liste comme ça de toutes les théories qui sont produites. Bon, donc là, il y a une linguistique théorique dans un sens où il y a de multiples théories à portée étroite qui sont incluses dans cette théorie à portée large. Donc vous voyez que là, on commence à être quand même dans un sens plus précis de la théorie. Mais alors, ce qui est intéressant chez Guillaume, et d'une certaine façon, ça va rejoindre un peu ce qu'on a vu avec ça va rejoindre finalement ce qu'on a vu avec la citation de Merleau-Ponty, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait croire pour Guillaume, on ne part pas de l'observation des faits pour fabriquer la théorie. Ce qu'il va nous expliquer, c'est que si vous faites ça, bon, c'est bien, mais après tout, on peut faire beaucoup de théories pour les mêmes faits. Donc il faut procéder autrement. Il faut partir de grands principes généraux, qui donc ne sont plus vraiment des principes linguistiques, et puis redescendre des choses très très théoriques jusqu'aux faits. Donc partir du très très général, du très très théorique pour aller jusqu'aux faits. Mais finalement, va ajouter, dans la dernière citation que je vais vous donner, que, ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez qu'il y a une sorte d'intuition linguistique, une oreille linguistique particulière du linguiste, de l'écrivain aussi d'ailleurs. Un écrivain, en général, enfin pas en général, un écrivain, il se caractérise comme écrivain, là aussi parce qu'il a un sentiment linguistique très fin. Il entend le français, pour parler du français par exemple, de manière très particulière. Il sent des choses dans la langue que n'importe qui ne sent pas. Bon, le linguiste aussi, mais un peu d'une autre façon. Ce qui va les distinguer, c'est une autre forme d'intuition, qui est justement l'intuition théorique. Et Guillaume, in fine, va dire qu'au fond, il y a aussi une intuition théorique. Alors voici donc 2-3 citations pour expliquer tout cela. Donc la première citation dit simplement cette idée que la théorie doit être au départ et les faits après. Alors, une théorie, toute théorie, va à la rencontre des faits.
Et la rencontre des faits est le moment critique d'une théorie. Ben, oui, hein, la théorie, si elle explique des choses qu'on n'observe pas dans les faits linguistiques, elle n'a aucun intérêt. Et si elle donc il faut qu'il y ait une sorte de concordance entre les prédictions de la théorie, enfin, ou les descriptions que propose la théorie, et les faits. Encore ne peut-il suffire qu'une théorie concorde avec les faits pour qu'elle soit déclarée juste. Oui, on est dans le problème de la vérité. En général, vous prenez 10 linguistes, vous leur donnez les mêmes faits, vous aurez 10 théories différentes pour expliquer les mêmes faits. Bon, j'exagère un peu, mais... Car une théorie peut être construite à partir des faits pour les expliquer. Et pour expliquer les mêmes faits, il arrive qu'on construise à cette fin des théories différentes, dont la différence va parfois jusqu'à l'incompossibilité, l'une excluant l'autre. Construire une théorie à partir des faits pour expliquer les faits, c'est mettre les faits, l'exemple, en position d'une part de protagoniste et d'autre part en position d'antagoniste. Ainsi sont construites les théories fondées sur ce qu'on appelle des hypothèses de travail. Alors voilà comment ils schématisent ça. Vous avez les faits, là, les faits observés. Bon, les faits observés, ici, qui vont produire une théorie qui n'est pas vraiment une théorie, puisqu'il appelle ça une hypothèse de travail. Et à partir de ce qu'on a observé, on produit une généralisation et on va essayer de revenir vers les faits pour justifier l'hypothèse de travail ou la théorie entre guillemets qu'on a fabriquée. Le circuit des faits observés aux faits observés, donc on part bien des faits observés pour revenir ensuite aux faits observés, par l'intermédiaire d'une hypothèse explicative, hypothèse de travail. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il parle de protagoniste et d'antagoniste, parce que les faits sont dans les deux sens. Alors, sa remarque, c'est que les théories de cette espèce ne valent pas grand-chose en linguistique, on peut en construire un trop grand nombre pour les mêmes faits. En marge, puisque ce sont des notes, des notes de cours, on lit les hypothèses de travail multiplient les théories et les théoriciens. Bon, ça c'est très bien qu'il y ait un certain nombre de théories de théoriciens, on ne l'empêchera jamais. Mais vous voyez, c'est quand même intéressant de se dire, bon, en effet, si les mêmes faits sont décrits avec des cadres théoriques différents, comment savoir si une théorie est juste ou fausse? Alors, sa réponse est la suivante. Je me suis toujours abstenu d'édifier des théories de cette espèce. Vous voyez que là, c'est bien un linguiste qui a la conscience de fabriquer des théories. Donc on est bien dans un sens de la linguistique théorique totalement différent de ce qu'il y avait dans le titre de l'ouvrage de Lyons, que je vous ai montré tout à l'heure, Theoretical Linguistics, où là, bon, on n'avait pas particulièrement, dans la table des matières, théorie de ci, théorie de ça, etc. La théorie superlative du comprendre, donc c'est le comprendre par excellence, la théorie, doit, pour m'agréer, satisfaire aux conditions formelles suivantes, aller à la rencontre des faits en position antagoniste, certes, mais prendre son départ, c'est ça le point intéressant, prendre son départ, non pas son point de départ, non pas aux faits, c'est-à-dire aux faits observés, à l'observation, mais à une exigence absolue, inévitable. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une exigence absolue inévitable? C'est une sorte de principe très général qui peut être philosophique, cognitif, etc. Mais une chose dont on est certain, qui sort de la linguistique. Donc on part d'une certitude, et à partir de cette certitude, on redescend par une progression logique rigoureuse, d'exigences absolues en exigences absolues, jusqu'à la rencontre des faits. Voilà. Alors, dernière citation pour introduire cette idée complémentaire que le linguiste, au-delà de son sentiment linguistique, se caractérise aussi par ce que j'appellerais un sentiment théorique. Je vous disais tout à l'heure, l'écrivain, comme le linguiste, comme toutes sortes d'amoureux des mots, comme on dit parfois, sont des gens qui ont un sentiment linguistique. Normalement, vous, dans votre formation, petit à petit, en linguistique, vous devez commencer à sentir que votre sentiment linguistique s'aiguise, que vous remarquez des choses qu'on ne remarque pas d'habitude dans la façon dont les gens écrivent. Je ne parle pas du tout d'un point de vue normatif, c'est-à-dire
ce qu'il faut écrire, ce qu'il ne faut pas écrire, du point de vue de disons, des normes du français écrit, par exemple. Je parle vraiment de la façon de dire les choses. Bon. Le linguiste, l'écrivain, etc., ont tous un sentiment linguistique un peu développé. L'étudiant linguistique aussi. Mais ce qui va distinguer le linguiste des autres, c'est qu'en plus, il a un sentiment théorique. C'est-à-dire qu'il croise ses intuitions linguistiques avec ses intuitions théoriques. Intuition théorique, ça veut dire que le linguiste qui est un peu théoricien, il va essayer de trouver une généralisation abstraite. Non seulement il entend des choses que d'autres n'entendent pas, mais il va aussi essayer de, spontanément, intuitivement, de construire une sorte de généralisation abstraite à partir de ce qu'il a entendu. Donc c'est ce que j'appellerais le sentiment de la langue, par opposition au sentiment linguistique, le sentiment linguistique étant cette oreille au langage, ce ton un peu qu'on entend quand on est un peu éduqué à cela. Le sentiment linguistique, c'est ça, c'est cette sensibilité à une langue. En général, le sentiment linguistique, on ne l'a que dans une seule langue, à moins d'être très profondément bilingue. On a un sentiment linguistique développé, fin, dans une seule langue. Très rare qu'on l'ait dans deux langues. Ça arrive pour deux langues, mais jamais au-delà. Après, on peut connaître des langues, mais sans avoir un sentiment aussi fin que dans notre langue première. Bon, mais au-delà de ce sentiment linguistique, il y a aussi, et ça c'est une chose qui, à ce moment-là, est partagée par toutes sortes de théoriciens, des physiciens, des chimistes, des mathématiciens, etc., c'est ce sentiment théorique que j'appelle donc là, en l'occurrence, le sentiment de la langue, par opposition au sentiment linguistique, qui est donc l'intuition théorique, la recherche d'une intuition théorique. Alors on verra chez Guillaume que ces schématisations sont graphiques, il utilise une sorte de système qui reprend lorsqu'il analyse aussi bien le verbe, l'article, le nom, etc. On le verra en détail, il utilise une schématisation qui est basée sur un contraste entre ce qu'il appelle ici du plus et du moins, c'est-à-dire vous aurez chez Guillaume, mais je ne veux pas trop m'avancer parce qu'on va refaire cours d'une manière très précise sur ces questions-là, des schémas dans lesquels vous avez toujours une tension entre le général et le particulier. Pour lui, en gros, le langage, la capacité de langage, c'est une capacité à contraster entre le général et le particulier. Donc il y a ce plus général, plus particulier, moins particulier, etc. Bon, on verra ça très en détail plus tard. Mais je vous explique juste cela pour les besoins de cette citation. Donc, voici ce qu'il écrit. Si vous voulez bien, essayons de présenter un aperçu des premiers mouvements intérieurs d'une pensée théorisante. Oui, tout à l'heure, on parlait d'auteurs qui ne prennent pas tellement au sérieux la notion, l'adjectif théorique dans la linguistique théorique. Lui, non seulement il le prend très au sérieux, mais il va jusqu'à réfléchir à comment ça se passe dans mon esprit quand je théorise. Essayons de présenter un aperçu des premiers mouvements intérieurs d'une pensée théorisante. En premier, l'éclair d'un indice livré par la vue du réel. Donc c'est ça, le sentiment linguistique dont je vous parlais tout à l'heure. Tiens, on peut donc dire ça. Tiens, je remarque que un exemple chez Guillaume, un exemple pour que vous ayez une idée un petit peu plus concrète. Je remarque que le subjonctif de certains verbes se fait un peu différemment des verbes réguliers, le subjonctif des auxiliaires. Bon, vous avez une construction du subjonctif qui marche pour toutes sortes de verbes, mais le subjonctif des auxiliaires est très, très particulier. Ça, personne ne l'avait remarqué. Tiens, c'est curieux que tous ces verbes qui ont des subjonctifs un peu différents des autres, ce sont des auxiliaires. Mais il a remarqué ça. Et à partir de là, il a fabriqué une théorie des auxiliaires. Mais le point de départ, c'est d'avoir fait cette remarque. Ah tiens, c'est bizarre, le subjonctif de ces verbes-là n'est pas comme les autres. Voilà. Ça, c'est ce premier moment
donc un indice livré par la vue du réel. Il y a un autre exemple célèbre chez Guillaume, il entend une phrase un jour dans le bus et à partir de là, il fabrique une théorie du système verbal. Bon. Donc cet indice, cette intuition, c'est le point de départ. Alors il donne un autre exemple là, mais qui est quand même assez difficile à comprendre. Par exemple, que dans l'ouvrage construit qui a une langue, donc dans la langue, le mouvement intervenant est un mouvement itéré, polarisé. Bon, ça c'est trop compliqué, hein, on peut passer, voilà. Ce qui m'intéresse, c'est surtout à partir de là. 1000 ans que j'aurais passé à comparer historiquement des écrits, des textes, ne m'auraient pas conduit à construire en moi ce rêve du plus et du moins, donc ce rêve de la linguistique contrastive dont je vous parlais tout à l'heure, et des formes de mouvement faisant cortège à ce contraste élémentaire dans un esprit lucide en lui-même, possesseur d'un certain potentiel de lucidité. Ils auraient pu même, ces 1000 ans supposés d'études des faits visibles, me l'interdire, ce rêve, le bannir de mon esprit, en obligeant celui-ci à demeurer, en son cheminement, dans les sentiers de l'observation directe, ceux de ce qui se voit indépendamment de l'éclairage sui generis du rêve constructif. Et c'est ça, cette intuition théorique. C'est ici ce que Guillaume nomme le rêve constructif. Hein. Alors, vous aurez remarqué, mais je ne m'appesantis pas sur cette citation parce qu'elle contient toutes sortes d'allusions, toutes sortes de choses que nous ne sommes pas encore en mesure, dans l'état actuel du cours, de bien comprendre, mais à la fin du semestre, vous comprendrez cette langue de Guillaume. Hein, il a une langue, de façon d'écrire, vous voyez, très particulière, vous deviendra familière. Je la donnais simplement, cette citation, pour cette notion d'intuition théorique de rêve constructif. Bien, alors je vois qu'il est déjà 12h05, donc on va faire une pause de 10 minutes et je reprendrai juste après. Alors, je reprends. Donc, je résume de la façon suivante les apports de la linguistique guillaumienne sur cette question de la théorie. D'une part, l'idée qu'une théorie complète du langage part non pas des faits observables, mais de ce que Guillaume appelle des inévitables, des principes généraux, qu'on n'observe pas, qu'on ne peut pas voir directement, mais qui font partie de l'intuition théorique du linguiste. Chez Guillaume, comme on le verra, ces inévitables sont des schémas, des figurations graphiques qui se justifient pour des raisons principalement cognitives, en fait. Hein. C'est une linguistique, c'est l'origine des linguistiques cognitives, enfin l'origine, disons, qui n'est pas reconnue comme telle vraiment dans l'histoire de la linguistique, puisque les linguistiques cognitives, par ses promoteurs, sont reconnus comme naissant aux États-Unis, en Californie, dans les années 80, mais en réalité, dans les années 20-30 en France, Guillaume faisait déjà ça. Bon, la théorie donc découvre des schémas généraux qui sont donc le contenu même théorique du modèle, et puis les confronte aux faits, aussi bien en synchronie qu'en diachronie. Comme je le disais il y a un instant, ces schémas qu'on appelle en linguistique guillaumienne des schèmes sublinguistiques, ce sont des processus mentaux. Et puis, il y a cette idée que je ne vais pas tellement développer, mais qui apparaît parfois chez Guillaume, c'est que la langue est elle-même une théorie. En fait, ce que doit faire le linguiste, c'est retrouver la théorie qu'est la langue. En fait, une langue, c'est une sorte d'ensemble de choix théoriques pour décrire le monde. Bon, mais enfin, ça c'est un aspect que je vais laisser de côté. Alors, je terminerai ce panorama de la linguistique théorique par une troisième perspective qui sera plutôt celle qu'on va adopter dans le cours, qui inclut la perspective guillaumienne, mais qui est plus large. Hein. On a vu chez Lyons une dénomination linguistique théorique qui, au fond, est purement verbale, ne correspond à rien de très précis. Ensuite, on a vu chez Guillaume une prise en charge très consciente de ce qu'est l'apport théorique que peut fournir un linguiste. Et puis là, on va voir la linguistique théorique dans un sens beaucoup plus général. Et c'est pour cette raison que j'utilise ce terme de généraliste, un peu comme on parle de médecin généraliste. Bon, c'est de la linguistique généraliste. Il y a une certaine façon de concevoir la linguistique théorique qui est de dire que c'est de la linguistique généraliste. Alors, la linguistique théorique, dans ce cas-là, se présente de la façon suivante. Elle est une sorte de centre, de carrefour, à partir dans lequel, plutôt, on va discuter de tout ce que toutes sortes de disciplines nous enseignent au sujet du langage.
Parce qu'il n'y a pas que la linguistique qui s'occupe du langage et des langues, enfin, tout au moins du langage. Ce phénomène du langage humain est examiné aussi en philosophie, en sociologie, en anthropologie, dans l'histoire, dans la grammaire et la stylistique, dans la question de l'enseignement des langues, en neurolinguistique, dans les problématiques orthophoniques ou de thérapie du langage, l'évolution des langues, etc., etc., la linguistique informatique computationnelle, les mathématiques, etc. Bon, la question du langage intéresse une multitude de disciplines. Bon, chacune part de son point de vue, à sa cohérence propre, mais a disons que la question du langage dans chacune de ces disciplines est un sous-aspect de la discipline. Par exemple, la philosophie, vous avez une sorte de branche de la philosophie qui est la philosophie du langage. Vous avez même aujourd'hui maintenant la philosophie de la linguistique. Bien. Donc, toutes sortes de disciplines ont des branches qui sont spécialisées sur la question du langage. Et la question se pose de savoir qui va parler, quelle est la discipline qui va parler des relations entre tout ce qui se dit du langage dans toutes sortes de disciplines. Quelle discipline? Qu'est-ce que ce sera d'autre si ce n'est la linguistique? Le linguiste, il a aussi, quand il s'inscrit dans le cadre de cette linguistique théorique généraliste, il adopte la perspective d'être capable de produire des énoncés au sujet du langage en utilisant des données qui viennent de la philosophie du langage, qui viennent de la psychologie cognitive lorsqu'elle s'intéresse au langage, donc de la psycholinguistique, qui viennent des études littéraires, etc., etc. Il est certain que ces généralisations au sujet du langage qui viennent non pas seulement de la linguistique descriptive, mais qui viennent aussi de toutes sortes d'autres disciplines, ça n'est que la linguistique qui peut s'occuper de ça. Hein, mais pas une linguistique au sens de la phonologie, la morphologie, la syntaxe, etc. C'est une linguistique théorique. D'accord ? Donc c'est dans ce sens-là que j'entends, pour ma part, la linguistique théorique et que je la défends, parce que à ce moment-là, la linguistique théorique a un spectre. La linguistique a un spectre beaucoup plus vaste et elle sort de l'hyper-technicité qui est nécessaire dans certains cas, hein, de certains sous-domaines de la linguistique, pour proposer des hypothèses et des théories plus générales. Donc, ce à quoi on va s'intéresser dans ce cours, c'est aux notions de sens et de signification dans le cadre d'une linguistique théorique au sens d'une linguistique généraliste que je viens de décrire. Alors maintenant, si on veut donner, je ne vous donne pas un plan, hein, là pour l'instant, on pourrait, mais je préfère me laisser la liberté de changer les choses que j'avais prévues, mais je vous donne comme ça une espèce de cartographie générale des choses qu'on peut élaborer. Donc à partir de ces notions de sens et de signification, qui donc sont mises en relation, sont envisagées dans la perspective de la linguistique théorique, on prendra appui, bien sûr, sur à la fois la linguistique descriptive, comment le sens se décrit dans les langues, mais aussi on utilisera des données qui viennent de la psychologie, de la sémiotique, des études littéraires, de la philosophie. Hein. Je me limite à ces domaines-là, mais il pourrait y en avoir d'autres, hein, mais je me limite à ce dont il est possible de parler dans le cadre de ce cours. Ensuite, du point de vue de l'analyse plus spécifique donc de ces notions de sens et de signification, on verra que il y a de grandes différences en réalité selon qu'on parle du sens d'un mot, du sens d'une phrase ou du sens d'un texte ou d'un discours. Donc il y a une sémantique du mot, une sémantique de la phrase, une sémantique du discours, et la sémantique du mot elle-même se décompose en sémantique lexicale et sémantique grammaticale. Hein, la sémantique lexicale pour les mots lexicaux, la sémantique grammaticale pour les mots grammaticaux. Mais au fond, il y a une sorte de supercherie dans cette série de dénominations,
sémantique du mot, sémantique de la phrase, sémantique du... En réalité, on verra que le terme de sémantique ici est très problématique parce qu'au fond, ce qu'on entend par sens, lorsqu'on parle du sens d'un mot, lorsqu'on parle du sens d'une phrase, lorsqu'on parle du sens d'un texte, ça n'est pas du tout la même chose. Ça n'est pas du tout la même chose. Donc au fond, je vous sensibiliserai à cette idée que peut-être qu'il n'y a pas vraiment de sémantique comme ça générale. On a besoin de ce terme parce que, bien sûr, les langues parlent du sens. Mais au fond, quand on observe les faits dans les détails, le concept de sens change de signification quand on parle du sens d'un mot ou du sens d'un texte, par exemple. On ne parle plus du tout de la même chose. Et ça, on le verra à partir justement des cas où le sens nous échappe. On verra que ce n'est pas du tout la même chose qui nous échappe selon qu'on ne comprend pas un mot, une phrase, un texte. Bien, donc ça, c'est pour la décomposition, si vous voulez, des domaines larges ou étroits auxquels on applique la notion de sens ou de signification. Sens ou signification d'un mot, d'une phrase, d'un texte. Et puis ensuite, comme je vous l'ai dit déjà un petit peu tout à l'heure, il y a ces domaines de référence qui, dans l'étude du sens, sont sollicités prioritairement. Il y a trois grandes façons trois grandes épistémologies, si vous voulez, sur lesquelles on peut s'appuyer pour analyser le sens dans les langues. Soit c'est une épistémologie qui vient de la cognition, donc des sciences cognitives, donc en rapport avec la psychologie, éventuellement la philosophie, si on inclut la philosophie de la cognition. La logique, qui a joué dans l'histoire de la sémantique un rôle important, on le verra notamment à partir d'un auteur qui s'appelle Gottlob Frege, un auteur allemand. Et puis ce que j'appelle ici systémique, qui là est plus strictement linguistique, saussurien, etc. Donc dans un sens que j'expliquerai plus tard, qui vient de la théorie de la valeur. Bon, donc voilà un peu le panorama général qui est celui, qui donne, disons, les grands axes de réflexion que je suivrai dans ce cours. Tout à l'heure je vous parlais de Guillaume, c'est lorsqu'on traitera la question de la sémantique grammaticale que là je vous initierai à la linguistique guillaumienne, la linguistique de Gustave Guillaume. C'est important parce que, au fond, la Sorbonne a toujours été un haut lieu des études guillaumiennes. Le premier grand disciple de Guillaume était Gérard Moignet, qui était professeur ici, qui a formé ensuite Robert Martin, Bernard Potier, qui sont des guillaumiens qui étaient aussi professeurs ici, ensuite Olivier Soutek, qui était aussi professeur ici, aussi guillaumien. Donc il n'y a pas d'autre endroit en France où il y a cette tradition. Donc c'est pour cette raison qu'il me semble important de poursuivre la tradition des études guillaumiennes et donc de vous donner quand même un aperçu sur quelques séances. Mais ce sera évidemment seulement un aperçu, parce que sinon il faudrait que je fasse tout le semestre uniquement sur la linguistique guillaumienne, et ce serait bien, mais bon, voilà, je pense qu'il faut aussi que vous ayez un spectre plus large. Bon. Alors, un mot quand même de Michel Bréal, puisque le terme de sémantique a été créé par Bréal dans un livre qui porte ce nom, Science des significations, la sémantique comme science des significations, et on en parlera un petit peu, bien entendu. Alors, les années précédentes, je commençais toujours ce cours en passant un peu de temps à réfléchir, alors là, d'une manière vraiment extrêmement générale, sur qu'est-ce qui a un sens, une signification. Est-ce qu'une chaise, on peut dire une chaise a un sens ou pas? Bon, on va accélérer un peu les choses et je vais directement aller au résultat. Mais si ça vous amuse, vous pouvez regarder, puisque donc sur le site il y a tous les cours de l'année dernière. Le premier cours de l'année dernière, j'utilisais un peu ça. Donc, mais là je vous donne juste les résultats. Donc, en général, quand on s'interroge sur de quoi parle-t-on lorsqu'on dit que cette chose a un sens ou une signification, on ne peut pas dire ça de n'importe quoi. En l'occurrence, on ne va pas dire d'une chaise qu'elle a ou pas une signification. Quel sens a cette chaise? C'est absurde, d'accord? Donc, pour qu'il y ait signification, il faut qu'il y ait un comportement intentionnel.
Alors on va parler, par exemple, du sens d'un film, du sens d'un tableau. Et c'est là, c'est toujours pareil, on va le faire par la négative. Hein. Quand on dit que ce film n'a pas de sens, hein, ce film n'a aucun sens. Vous trouvez ça parfois dans des critiques produites par les spectateurs sur Internet. Ce film n'a aucun sens. Ça ne veut pas dire que... évidemment, un film, il n'a pas un sens dans le dictionnaire, par exemple. Hein. Bon, qu'est-ce que veut dire quelqu'un lorsqu'il dit qu'un film n'a aucun sens? Il veut dire que le film, il n'a pas du tout compris, il n'a aucune cohérence, etc. Donc, vous voyez que dans ce premier sens, on a l'idée du sens comme cohérence, comme adaptation à un contexte. Ensuite, le terme de sens s'applique aussi à des abstractions. En fait, quand vous cherchez le sens de, je ne l'ai pas refait cette année, mais je le faisais les années précédentes, le sens de, quel est le sens de, vous tombez très majoritairement sur quel est le sens de la vie. Hein. Donc la première question qui se pose aux êtres humains au sujet du sens, ce n'est pas une question linguistique, hein, c'est le sens de la vie. Bon. Mais ça ne nous concerne pas tellement directement, d'accord ? Mais enfin, c'est quand même un emploi du mot sens qui est lié à l'idée de justification de but. Hein. Une vie qui n'a aucun sens, où mon travail n'a aucun sens, c'est que je ne vois pas tellement sa justification, son but, etc. Ça rejoint quand même un peu l'idée de cohérence. Et puis enfin, d'une manière beaucoup plus familière et qui nous concerne plus directement, ce sont les signes. Hein. Le sens s'applique à des signes. C'est pour cette raison que tout à l'heure, on parlait de sémiologie et je vous disais que l'étude du sens pouvait pouvait appartenir au domaine de la sémiologie. L'étude des signes, donc les signes sont typiquement des objets qui ont un sens. Donc dans ce cas-là, le sens d'un signe, d'un mot, d'une phrase, d'un texte, d'un sourire, d'un regard, etc., c'est une représentation mentale. Hein. Si vous vous interrogez sur le sens d'un sourire de quelqu'un, c'est que vous vous interrogez sur ce qu'a en tête la personne lorsqu'elle a produit ce sourire. Bref. Alors la question qui se pose, c'est quelle est la relation entre ces différents sens du sens ? Et là, je vais vous proposer une sorte de déplacement de la question vers la notion de compréhension. Et d'une manière un petit peu approximative, mais quand même assez importante du point de vue théorique, je dirais que le sens, si on veut le définir, il est lié à la question de la compréhension. En fait, il y a du sens quand je comprends quelque chose, et ce qui n'a pas de sens, c'est ce que je ne comprends pas. D'accord ? Donc, en gros, je dirais que le sens, c'est ce que je comprends quand je comprends, et ce que je ne comprends pas quand je ne comprends pas. Donc, qu'on puisse le dire ou non, il y a du sens quand il y a quelque chose à comprendre. Même si je ne comprends pas, par exemple, vous lisez un texte très compliqué, etc., que vous ne comprenez pas, mais vous savez qu'on peut le comprendre. Enfin, en tout cas, on y reviendra soit tout à l'heure, soit au prochain cours. Il y a des cas où, effectivement, on sait qu'on ne peut pas comprendre, que personne ne peut comprendre. Mais il y a des cas où on sait qu'on peut comprendre, mais qu'on ne comprend pas pour l'instant, mais qu'on comprendra peut-être plus tard. Bien. Donc, je pense qu'il est beaucoup plus... plutôt que d'entrer dans la question du sens par des définitions techniques qui vont laisser de côté un certain nombre d'aspects importants, je pense qu'il est utile et pertinent, disons, d'appréhender le sens à partir de la notion de compréhension et de s'interroger sur ce que signifie comprendre. Alors, quels sont les avantages de ce déplacement de la question du sens vers la question de la compréhension ? On ne va pas dire le sens c'est cela. Vous verrez dans la vidéo que je vous proposerai d'écouter en remplacement du cours de la semaine prochaine qui donc n'aura pas lieu, je vous proposerai notamment une vidéo d'une conférence d'Oswald Ducrot, qui est un grand linguiste spécialiste de sémantique et de pragmatique, qui explique celui qui va me dire, qui va me donner une définition définitive du sens, de toute façon je sais d'avance qu'il se trompe complètement. On ne peut pas définir le sens comme ça. En revanche, on peut définir ce que ça signifie comprendre ou pas comprendre. Pourquoi on peut ? Bien parce que ce sont des événements familiers de la vie mentale.
comprendre, ne pas comprendre, ces situations nous arrivent tout le temps dans la vie. Hein. Donc, on sait ce que ça signifie. Et on peut le pister d'une certaine façon. On peut objectiver la compréhension ou l'absence de compréhension. Hein. C'est ce qu'on fait dans des tests, par exemple dans des examens. Un examen, ça permet de voir si vous avez compris ou pas compris un certain nombre de notions. Bon. Donc on peut tester le degré de compréhension de quelqu'un. On peut fabriquer un observable à partir de ça. Bon, elle a aussi l'intérêt d'être assez large, cette notion de compréhension. Hein. Elle inclut le linguistique, mais aussi tout son environnement. Et puis, on ajoutera, mais ça, on aura peut-être moins le temps de s'en occuper ce semestre, que dans la compréhension, il faut, enfin en tout cas pour ma part, j'inclus aussi la dimension de la compréhension émotionnelle, pas seulement la compréhension intellectuelle et rationnelle, c'est-à-dire ce sens de la compréhension qu'on aura lorsqu'on dit à quelqu'un « oui, je te comprends », au sens je suis dans l'empathie avec ce que tu ressens, bon, pas seulement je te comprends au sens où j'ai décodé le sens de ta phrase. D'accord ? Donc il y a aussi, intrinsèquement lié à cette notion de compréhension, cette idée d'une émotion liée à la compréhension. Et d'ailleurs, c'est un des facteurs essentiels de la compréhension. Pourquoi on cherche à comprendre dans certains cas ce qu'on ne comprend pas ? Pourquoi est-ce qu'on cherche à comprendre ce qu'on ne comprend pas ? C'est très embêtant. Hein ? Quand on ne comprend pas quelque chose, ça nous met mal à l'aise, on n'a pas envie. Donc, la plupart du temps, les gens fuient ce qu'ils ne comprennent pas et restent enfermés dans leur réseau de signification. Ils restent parce que c'est plus confortable dans le champ de choses qu'ils comprennent. Alors pourquoi les êtres humains vont chercher à comprendre des choses qu'ils ne comprennent pas au premier abord ? Tout bêtement parce qu'il y a une sorte de jouissance de la compréhension. Quand tout d'un coup on comprend quelque chose qu'on n'avait pas compris, auquel on avait réfléchi, etc., et quand tout soudain on comprend quelque chose de nouveau, il y a une émotion extrêmement forte. Et c'est cela, sans doute, qui fait que l'humanité ne s'arrête pas et qu'il y a une interrogation scientifique, philosophique qui se poursuit. Bien, donc la compréhension est je trouve, pour appréhender la question du sens, est un déplacement intéressant, ça rend la question du sens plus concrète d'une certaine façon. Hein. Et puis surtout, je l'annonçais tout à l'heure, ce dont on va se servir comme expérience test, en quelque sorte, c'est la non-compréhension. C'est-à-dire que comprendre, c'est un peu invisible, on ne se rend pas compte de tout ce qu'on comprend. En revanche, au moment où on ne comprend pas, quand on est bloqué, quand on ne comprend pas, là, on se rend compte qu'il y avait du sens. D'accord ? Donc, la non-compréhension va nous servir de guide. Alors, je vais, pour essayer d'aller un tout petit peu plus loin sur ces notions, sur cette notion de compréhension, passer par une analogie avec l'idée de voir. C'est une analogie, disons, très ancienne dans l'histoire des idées en Occident. Hein. Chez Platon, vous avez déjà cette idée que comprendre, c'est voir. Hein. D'ailleurs, en français, on a cette expression « tu vois ce que je veux dire ». Bon, donc, cette analogie entre comprendre et voir, elle nous est familière. Alors, ça permettra de décomposer différentes formes de la compréhension, ensuite, mais ces différentes formes de la compréhension, on va d'abord les appréhender à partir de la vision. Donc, puisque je m'interroge sur quand est-ce que je comprends, quand est-ce que je ne comprends pas, on va s'interroger sur quand est-ce que je vois et quand est-ce que je ne vois pas. Alors, il y a plusieurs cas de figure, dont les principaux sont les suivants. D'abord, on ne voit pas parce qu'il n'y a rien à voir. Bon. Est-ce que tu as vu le livre sur l'étagère ? Il n'y a pas de livre sur l'étagère, il n'y a rien à voir. Donc on ne voit pas parce qu'il n'y a rien. Bon. Donc là, c'est simple.
personne ne pourrait rien voir, c'est pas moi qui suis problématique, etc. Deuxième situation, je ne vois pas ou je ne vois rien parce qu'il y a des conditions extérieures qui l'empêchent. Par exemple, l'obscurité. Il y a de l'obscurité, je ne vois pas. Bon, c'est une condition extérieure qui va être la cause de l'absence de possibilité de voir. Mais au lieu d'avoir une condition extérieure, on peut avoir une condition intérieure au sujet qui va empêcher de voir. Par exemple, si vous souffrez d'un déficit visuel, de myopie très grave, vous ne voyez pas ou pas bien. Bon. Le quatrième cas est un peu plus subtil. Vous ne voyez pas ou mal parce que vous n'adoptez pas la bonne attitude visuelle. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Je vous prendrai avec l'exemple des images stéréoscopiques. Est-ce que vous voyez ce que c'est? C'est ce genre d'images, les images stéréoscopiques. C'est-à-dire c'est des images qui forment un relief, mais il faut les regarder à une certaine distance. Il faut avoir une certaine attitude visuelle il faut se concentrer, loucher vaguement sur l'image, et puis tout d'un coup le relief vous apparaît. Ça suppose donc que vous ayez adopté une certaine attitude visuelle pour voir l'image. Ensuite, il y a un autre cas de figure qui complique la possibilité de voir, c'est quand il y a une ambiguïté. Alors, il y a un cas très célèbre, qui est le cas du canard lapin, qui a été beaucoup commenté par les philosophes, en particulier Wittgenstein, etc. Donc, il y a une figure célèbre. Donc, ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est difficile à dire, parce que vous pouvez voir un lapin, c'est-à-dire là, il y a l'œil, le nez, le museau, et puis là, les oreilles, d'accord? Ou alors, ça peut être un canard avec l'œil, le bec, le cou, la tête. Donc, c'est une image ambiguë, et au fond, répondre simplement à la question de qu'est-ce que tu vois, certains diront je vois un canard, d'autres diront je vois un lapin, et d'autres diront je vois une image où il y a un canard et un lapin. Bon, enfin, vous pouvez aussi ne pas voir certaines choses en raison d'un déficit de connaissance. Alors, par exemple, vous vous promenez dans une forêt et vous n'y connaissez absolument rien en botanique. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des feuilles, des arbres, de l'herbe, des insectes qui se promènent, etc. Celui qui a des connaissances en botanique, il ne verra pas des arbres, il verra des hêtres, des bouleaux, des chênes. Il ne verra pas le même monde, c'est simple. Il ne verra pas la même chose. Et enfin, dernier cas de figure, plus complexe, mais qui correspond grosso modo à la situation de l'art, vous ne voyez pas parce que ce que vous voyez ne s'intègre pas, vous ne voyez pas ce qu'il y a à voir, parce que ce que vous voyez ne s'intègre pas dans votre champ culturel, dans votre horizon culturel, dans vos schémas culturels. Alors je prendrai un exemple très classique, qui est l'exemple de l'impressionnisme. Vous savez qu'à l'époque des impressionnistes, quand les premiers tableaux des impressionnistes ont été exposés, la réaction du public de l'époque, c'était de dire « Non mais c'est n'importe quoi, les gens ne savent plus peindre, c'est à mettre à la poubelle, etc. » Je vous le prouve avec un exemple d'une revue qui était une revue satirique, le Charivari. Donc c'est un certain Louis Leroy qui raconte sa visite à une exposition où il y a des tableaux impressionnistes. Alors on peut lire ensemble si vous voulez. Ce fut une rude journée que celle où je me risquais à la première exposition du boulevard des Capucines en compagnie de M. Joseph Vincent, paysagiste, élève de Bertin, médaillé et décoré sous plusieurs gouvernements. Donc autrement dit, ce M. Joseph Vincent, c'est un peintre reconnu par l'institution. Il est médaillé, il est décoré sous... Donc un professionnel de la peinture, vraiment un type... Alors, l'imprudent était venu là sans penser à mal. Il croyait voir de la peinture comme on en voit partout, bonne et mauvaise, plutôt mauvaise que bonne, mais non pas attentatoire aux bonnes mœurs artistiques. Je le conduisis devant le champ labouré de Monsieur Pissarro. Alors, voilà, c'est ça le tableau de Pissarro. Alors, vu aujourd'hui, ça n'a rien d'extraordinaire, c'est un tableau, bon, voilà, ça ne choque pas spécialement. Mais à l'époque... Voici la réaction. À la vue de ce paysage formidable, le bonhomme crut que les verres de ses lunettes s'étaient troublés. Il les essuya avec soin, puis les reposa sur son nez.
Par Michalon, s'écria-t-il, qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez, une gelée blanche sur des sillons profondément creusés. Ça, des sillons, ça, de la gelée, mais ce sont des gratures de palettes posées uniformément sur une toile salie. Ça n'a ni queue ni tête, ni haut ni bas, ni devant ni derrière. Vous voyez, ça, il ne comprend pas. Bon, évidemment, c'est très exagéré tout ça, puisque c'est dans une revue satirique, c'est inventé, etc. Mais bon, c'est intéressant de voir. Donc il ne comprend pas. Pour lui, ce qu'il voit ne s'intègre pas dans son horizon culturel. Alors peut-être, mais l'impression y est. Bon, puisque c'est les impressionnistes, on va dire, il y a l'impression. Ce n'est ni fait ni à faire. Mais voici une vue de Melun, de Monsieur Rouard, où il y a quelque chose dans les eaux, par exemple, l'ombre du premier plan est bien cocasse. Alors c'est ça le tableau. Donc, vous voyez, l'ombre du premier plan, alors il trouve ça cocasse, enfin, c'est-à-dire c'est d'extrêmement mauvais goût, ça n'a aucun sens pour les peintres officiels de l'époque. C'est la vibration du ton qui vous étonne. Dites le torchonné du ton et je vous comprendrai mieux. Je jetai un coup d'œil sur l'élève de Bertin. Son visage tournait au rouge sombre, une catastrophe me parut imminente. Il était réservé à M. Monet de lui donner le dernier coup. Impression, soleil levant, donc le tableau que je vous ai montré au début. Impression, j'en étais sûr. Je me disais aussi, puisque je suis impressionné, il doit y avoir de l'impression là-dedans. Et quelle liberté, quelle aisance dans la facture. Le papier peint à l'état embryonnaire est encore plus fait que cette marine-là. Donc vous voyez, bon, c'est un exemple très connu, très classique, mais ça arrive à toutes sortes d'époques dans l'histoire de l'art, une production artistique, on ne voit pas ce qu'il y a à voir dans ce qu'elle propose. Là, en l'occurrence, production visuelle, puisque ce sont des tableaux, on ne voit pas ce qu'il y a à voir, on ne comprend pas, donc on ne voit pas parce que ça ne s'inscrit pas dans son horizon culturel. Alors maintenant, on va reprendre tous ces différents aspects de la non-vue pour voir qu'il y a à chaque fois des cas linguistiques qui correspondent. Alors, premier cas, je ne vois pas ou je ne vois rien parce qu'il n'y a rien à voir. Donc, personne ne voit rien et ne pourrait rien voir. Alors, là, vous pouvez, si vous prenez une suite de lettres au hasard, comme ici, on ne comprend rien, mais personne ne cherchera à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Bon, si je mets des mots dans un ordre complètement aléatoire, table, le, en, mal, battre, ça ne veut rien dire, mais bon, ça n'est pas fait pour signifier quelque chose. Ce sont, je sais pas, des mots mis au hasard, donc il n'y a rien à comprendre. Je veux dire, on ne comprend pas parce qu'il n'y a absolument rien à comprendre. Personne ne comprendrait. Mais ces cas sont tout de même... il y a quand même des cas un peu intermédiaires où on a des productions linguistiques, mais alors évidemment à visée artistique, qui semblent dépourvues de signification, mais qui en ont une sur le plan artistique quand même. Alors là, je vous donne un exemple extrait des Cahiers de Rodez d'Antonin Artaud. Vous voyez qui est Antonin Artaud, un auteur du XXe siècle qui est très connu pour ses écrits sur le théâtre, notamment, et pour sa poésie. Il y a un très beau recueil de poèmes intitulé L'ombilique des limbes, que je vous conseille si vous n'avez jamais lu cela, c'est passionnant. Et cet Antonin Artaud, à un moment, était quand même très fragile psychologiquement, et il a sombré dans la schizophrénie. Il a été interné à l'hôpital psychiatrique de Rodez, et de là, il a écrit des quantités de pages, donc c'est publié chez Gallimard sous le titre Les Cahiers de Rodez. Je ne me souviens plus combien il y a de volumes, mais il y a au moins 10 volumes de textes comme ça. Canda cantur kenarbila, ursof saloniterna, ursof saliniterna, etc. Donc, des productions qu'on appelle glossolaliques, ça s'appelle les glossolalies, ce type de production, qui sont des productions normalement pathologiques, qui sont des indicateurs. Les psychiatres, quand ils commencent à voir quelqu'un qui produit des glossolalies, commencent à suspecter, ça fait partie des signes diagnostiques de la schizophrénie. Mais là, c'est écrit d'une certaine façon, il s'est servi comme poète de sa folie en quelque sorte. Bon, donc est-ce qu'on est dans quelque chose où il n'y a rien à comprendre, quelque chose à comprendre ou pas? Il y a eu un certain nombre d'études sur ce sujet qui ont montré que d'ailleurs c'était pas n'importe quoi, qu'il y avait quand même des vrais mots à l'intérieur, enfin bon, bref. Mais enfin c'est un cas
problématique. Bon, ça, c'est un texte surréaliste, là aussi, où on n'a pas de sens. Donc, je passe. Ensuite, deuxième cas de figure, je ne vois pas ou je ne vois rien parce que les conditions ne permettent pas. L'obscurité, bon, bah, l'équivalent de ça, ce serait en linguistique les situations où on est dans le bruit, hein, on ne perçoit pas bien ce qu'on nous dit, ou alors lorsque on a une écriture illisible. Bon, là, on ne comprend pas parce qu'il y a des conditions extérieures qui ne le permettent pas. Bon, je ne vois pas ou je vois mal parce que je souffre d'un déficit visuel. Le parallèle linguistique, c'est le cas des pathologies du langage. Hein. Les aphasies, les dysphasies, toutes sortes de déficits intellectuels, notamment l'Alzheimer, la démence, enfin les démences séniles qui sont beaucoup étudiées maintenant. Bon, il y a toutes sortes de situations dans lesquelles une pathologie empêche soit la compréhension, soit la production du langage. Je ne vois pas ou je vois mal parce que je n'adopte pas la bonne attitude visuelle. Donc là, c'est le cas des malentendus. Hein. C'est-à-dire si vous n'adoptez pas la bonne attitude intellectuelle par rapport à quelque chose qu'on vous dit, il peut y avoir des malentendus. Vous pouvez ne pas comprendre l'implicite d'une formule, etc. Le coup de l'ambiguïté canard-lapin se retrouve exactement de la même façon en linguistique. Hein. Il y a toutes sortes d'ambiguïtés, une pluralité du sens. En linguistique, on verra cela aussi. Et puis les deux derniers cas sont les plus intéressants peut-être. Ce sont ceux qui vont nous retenir peut-être plus longuement. Vous ne voyez pas parce que vous avez un déficit d'expérience et de connaissances. Ben, c'est sûr que si vous avez des lacunes lexicales, si vous ne connaissez pas le sens de certains mots, ben, vous ne comprendrez pas ce qu'on vous dit. D'ailleurs, une partie des cours que vous suivez dans les matières un peu techniques comme la linguistique, c'est de l'enrichissement de votre stock lexical. Hein. On vous donne des nouvelles notions que vous enregistrez et qui vous permettent de comprendre des choses que vous ne compreniez pas avant, hein, dans lesquelles ces notions apparaissent. Bon, mais le problème se pose aussi pour la compréhension en langue étrangère. C'est-à-dire, pour un apprenant débutant du français, par exemple, il va être très vite dans la non-compréhension parce qu'il manque de connaissances, hein, simplement de stock lexical, d'habitudes syntaxiques, etc. Et puis enfin, j'ai donné tout à l'heure l'exemple de l'impressionnisme en peinture, mais il y a des exemples un peu parallèles en linguistique où on ne comprend pas, alors là, en revanche, plus du tout seulement pour des raisons artistiques, mais pour des raisons strictement intellectuelles, on ne comprend pas parce que le texte est produit selon une logique de pensée ou selon une construction sémantique, syntaxique qui nous échappe. Hein. On verra des exemples de textes où vous pouvez dire que vous comprenez chacun des mots du texte, mais vous ne comprenez pas du tout le sens global du texte. Hein. Et cela, ça se trouve beaucoup chez les essayistes ou les philosophes. Hein. On verra des cas avec Maurice Blanchot, par exemple. Bien. Et donc, pour conclure, notre parcours à partir du prochain cours consistera à essayer de s'interroger sur les situations où on comprend ou on ne comprend pas, soit des mots, soit des phrases, soit des textes. Bon, là j'ai distingué texte et discours, mais dans la suite je ne les distinguerai pas. Hein. Et c'est comme ça qu'on va progresser petit à petit dans cette appréhension du sens, hein, à partir de l'interrogation sur le fait de savoir si on le comprend ou si on ne le comprend pas. À cet égard, on a donc deux perspectives. Soit vous partez des petites unités, hein, perspective ascendante ou descendante. Par exemple, pour la phrase, vous pouvez la comprendre. Soit on part de la phrase des plus grandes unités pour comprendre les mots, hein, soit vous partez des mots pour comprendre la phrase. Donc, si vous voulez, traditionnellement, on distingue ces deux perspectives, ascendantes et descendantes. Voilà, eh bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Et donc, nous nous retrouvons le 1er octobre.